Et Pierre, regarde, le nouveau il sait faire un truc. Refais ton truc, encore une petite. C'est fou, on croyait qu'il est dans le jeu, quoi. Je vais essayer, attends. Oh non. Ah non. Ah. Coupe, s'il te plaît, coupe. Bienvenue dans un épisode très particulier de Critique Cruelle. Dans cet épisode-ci, il sera question du portage dont tout le monde avait envie. Super Mario 3D World, plus les bonus. Un jeu sur Nintendo Switch. Alors, la Nintendo Switch, on le sait, est nourrie d'extraordinaires portages, des jeux fabuleux, des incroyables systèmes qui vendent la machine. Mais quand on pense à Mario, surtout de nos jours, on pense au pouvoir du coop, au fait d'avoir un ami avec qui partager les choses de la vie. Et c'est de ça dont sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Ah, le plaisir de partager les petites choses de la vie, cette magie intangible du quotidien. Furtif moment de plénitude, petit poème numérique, tout le bien qu'on vous souhaite, c'est aussi ça qui donne tout son sucre aux productions Nintendo. Plus que des jeux, vous l'avez dit, être réunis ensemble, de près ou de loin, dans le même espace virtuel, assurément, surtout maintenant, c'est important. Tel est le type de discours corporate de bouffon total que je vous tiendrai si mon insuccès était construit sur des platitudes consensuelles écrites par les publicistes restants d'une industrie tétant d'un air têtu et téton flétri d'un zeitgeist turgide. Pas de ça chez nous, promis. 0% de compromission avec le monde malsain des enfants. Ici, c'est la critique vidéoludique hardcore. Tant qu'on vous vend avec talent celle dont vous pensiez qu'elle existait autrefois avant de comprendre sur un malentendu que les magasiniers étaient tous vendus. D'ailleurs, même si on voulait louer les kumbaya collaboratifs lancinants du portage le plus opportuniste de ce côté de Tunis, faudrait que quelqu'un ait envie d'y jouer online, non? Ça semble assez crucial, limite minimale, faut pas croire, j'ai tenté le coup. Commander le dongle filaire, payer le service obligatoire, connecter l'Ethernet attendu en ligne, quelques minutes, à chaque fois, subir les petits bruits sortent de qui vrille l'âme, rien n'y fait, personne veut jouer, pas l'ombre d'un preneur. Comme quoi, faut croire que personne est vraiment chaud pour subir les hits. Je fais en effet le mouvement guillemets de merdois de la Wii U réchauffé en à peine moins moche et doté d'un add-on dont on fait le tour en moins de 3 heures, si ça c'est pas le bonheur. Mais comment sommes-nous arrivés là? La question se pose. Alors perso, j'ai pris le mettre pouce vers le haut si vous n'aimez pas, pouce vers le bas, à vous abonner si vous voulez en voir davantage. Et bien... Mais pour peu que vous soyez à Pédibous, restez pas dans la mousse et retenez ce concept fabuleux. On va causer autour d'un couscous des bases de l'existence, titre ô combien suranné dans un petit historique glamorous que j'ai intitulé La revanche de la Wii U. Ah, c'était ça ou fan d'une rétrospective d'une heure sur la carrière du fameux moustachu, autrefois plombier à 16 heures perdues, et ça, ma foi, c'est une vidéo en soi. Faudra cependant prendre le temps de délimiter les raisons de l'existence de ce portage de malheur par le biais d'un bref résumé des épisodes précédents. Janvier 2003. Une phrase maintenant légendaire résonne à travers l'atmosphère. Ma moustache frissonne. Alphonse Brown, fils spéculatif de James, vient de sortir son seul hit de platine malgré ses envies de rester speakerine sur les ondes malignes d'une sphère francophone encore aphone de tant d'audace marketing. Une chanson chantée par un personnage fictif sorti d'un film de Stonar, faut le voir pour le croire. Tout ceci n'a malheureusement aucun rapport avec... 23 mois plus tard, les dates s'alignent. Nintendo décide de s'inspirer du pouvoir jubilatoire du fait d'avoir des doigts pour tenter l'aventure vidéoludique qui a défini les habitudes d'une génération entière de gameuses. Faudra que ce soit tactile, tic-tel. Ainsi rêvé, la Nintendo DS est devenue réalité. C'est une sorte de Game Boy bifide, qui mange donc bien des bifis, doté d'un écran que l'on peut titiller en utilisant un petit objet phallique en plastique. Tout le monde est fan. Gardez ça à l'esprit quand un jeune homme amoureux s'offre ainsi une autre console dotée de 2 écrans. Ceux-ci permettent de voir le monde virtuel en 3D afin de faire taire les assauts répétés de son cœur meurtri. Certaines unions ne sont pas censées durer, c'est ainsi. Il ne pouvait pas se douter que tel serait aussi le cas de la 3DS. Mais avant de s'éteindre, sans doute en bleu, comme une sorte de conjuration du bon vieux temps passé à danser sur Chromeo, la petite machine trouvera son bonheur dans les bras de Super Mario 3D Land. À cette jonction, je vais exiger de vous un effort imaginaire exemplaire
exemplaires visualisés si vous le pouvez un jeu vidéo. Prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés, c'est bon pour mon watch time. Maintenant, allons plus loin, si vous le voulez bien, imaginez un titre tiré de la très lucrative série Super Mario. Ok, votre esprit tient le coup, nous pouvons enfin passer au twist. C'est un jeu, tenez-vous bien au poignet, en 3D. Pas juste polygonal, ce n'est pas ça, mais bien volumétrique, pas de panique. Son propos, fort isométrique, consiste à vous rendre hypermétrope le temps d'une valse parfois douloureuse dans les confins de son univers jovial aux charmes enfantins. Il n'est pas particulièrement réussi, ni vraiment beau, mais c'est 60 FPS répartis sur 2 épaisseurs de LCD mettant en liesse les yeux d'une génération de joueurs heureux, mais maintenant tous lunetteux, dont les yeux exigent avec ferveur toujours plus de profondeur. En fin de compte, c'est tout dans les glandes, le 3D Land. Ivre du succès indécent, certes insensé, d'une console de salon ayant laissé en suspens la course aux surpuissances censément esthétiques, Nintendo tente le tout pour le tout avec une seconde itération que nul n'envie, de la Wii. Sous ce nom presque évocateur pour tous les Buffalo Soldiers sommeille un petit rectangle de plastique blanc aux performances sommaires incapable d'enflammer les esprits d'une population octogénaire scotchée à son prédécesseur révolutionnaire. Immense pattes déplaisant, graphisme terne, jeu sans succès, la Wii U, ou des machines émaudites, ou bien était-ce une maudite machine. À ce stade, même Nintendo se doute qu'ils auront besoin d'un hit. Pas de chance, réaliser un titre du calibre de Super Mario Galaxy ou même de celui presque aussi juteux de Super Mario Galaxy 2 est tout simplement impossible. Cela prend trop de temps et la machine moribonde ne survivra pas à pareil cycle de développement. Par chance, depuis 3D Land, Nintendo possède dans sa poche arrière un studio constitué d'anciens de chez Square. Son nom, Brownie Brown. Tout de suite, ça sonne très marrant. Autrefois responsable de l'élusif Mother 3, cette structure, depuis renommée One Up Studio Company Limited en hommage au site du même nom spécialisé dans la désinformation vidéoludique pour hipsters bucoliques, fut sélectionnée à vif pour épauler Nintendo lors de la création d'une version de salon du fameux titre portable, potable, sans plus, dont le seul bonus résidait dans sa présentation pleine de tonus. Vous vous souvenez ? La 3D, on la voit avec les yeux. Ok, Super Mario 3D World, c'est pareil, en plus plat, plus lent et à peine moins laid. Avec l'effet 3D, on vous l'a enlevé. Wouhou! Yaha! Wouhi! Nintendo est bien obligé, 4 ans plus tard, d'admettre un échec majeur lors du dernier inventaire des ventes de la fameuse console bizarre dotée d'un écran inséré dans une manette Play School. 5 ans de matraquage publicitaire intermittent n'ont écoulé à travers le monde que 13 pitoyables millions d'exemplaires de la BAC rechargeable connectée sans fil à un toaster. Un 8e du total des ventes de la Wii, un quart de celle de la Xbox One, c'est dire Nintendo doit réagir vite avant qu'il soit trottoir. Résumons la situation façon vendeur nintendien. Votre dernière console de salon avait l'air bien portable, mais n'en avait pas la chanson. Son concept a laissé de marbre le public. Pas de problème, on va renverser la proposition. Dites bonjour à la Nintendo Switch. C'est une console portable de salon. Tout de suite, ça fait rêver. Vendue avec 2 minuscules gamepads inconfortables, détachables et aisés à perdre, cette machine inouïe dotée d'une batterie capable d'offrir près de 3 heures d'autonomie en mode nomade peut aussi se targuer d'être la console de salon la plus faible de sa génération et de la suivante. Résultat des courses, déjà près de 80 millions d'exemplaires écoulés sur les forces d'un catalogue de titres aussi novateur que Super Mario OCD, Zelda la laine sauvage ou même Animal Crossing Brie Larson Edition. Visionnaire, audacieux, Nintendo Switch. Maintenant que l'échec Wii U est vengé, il est temps pour la compagnie dotée de la petite Kirby de faire régner la terreur par l'application systématique et tact d'une politique de portage censée apprendre aux nouveaux acheteurs ce qu'ils avaient raté sur le monolithe médiocre. Premier arrêt, Mario Kart 8. Pas touché au titre sur Wii U, ce ne sera donc neuf pour vous quand le fameux simulateur de conduite wallonne presque polissonne sort enfin sur Switch dans une version Deluxe dotée de quelques bonbonnes de plus. Le public est ravi. 33 millions d'exemplaires supplémentaires viennent s'ajouter aux 8 écoulés sur le format d'avant. Un précédent est établi, c'est pas trop tôt, Nintendo va donc continuer de sauter sous le bloc distributeur de piécettes aussi longtemps que possible. Faut bien rentabiliser la génération perdue. Comme par exemple avec la sortie du fameux Zelda censé sauver la Wii U. Maintes fois retardé, souvent espéré, voici le résultat, une nouvelle façon de vous faire grinder un univers open world censément révolutionnaire. C'est le premier titre open world du public nintendien, dans l'espoir de diluer 4 maigres donjons lacunaires dans l'illusion d'un titre complet. Enfin, je dis 4. Faut compter le château d'Hyrule, paraît-il. J'ai mes doutes, mais attention si vous trouvez qu'axer un Legend of Zelda autour de minuscules portions du gameplay habituel de la
la série délayée dans un tourment constant d'armes brisées, vous serez conspué par les fanboys intimidés à l'idée que l'on puisse émettre un avis critique sur leur doudou chéri. N'oubliez pas, c'est interdit. Un peu comme dire du mal de l'idée de proposer ici du DLC pour Gugus contenant une moto et un donjon de plus. Oui, il est payant. Comme quoi, Wario a bel et bien pris le contrôle du Zaibatsu Nintendo. Comme vous le savez, Critique Cruel est aussi un référendum sur ce que c'est pour vous le jeu vidéo. Est-ce qu'il pleut? Tu pourrais l'aider avec, tu sais, le parapluie? L'idée très simple, c'est qu'on essaie de découvrir quels sont vos goûts vidéoludiques dans ce domaine qui s'appelle, je vous le rappelle, le jeu vidéo. Alors, quel est votre jeu Super Mario, le spin-off en 3D ou le jeu principal de la série qui vous plaît le plus? Telle est la question que nous osons vous poser dans cette émission qui, je vous rappelle, représente le sucre même quantifique de ce que c'est de parler de jeux vidéo. Répondez-nous dans les commentaires et vous pouvez gagner toute mon estime. Avant de m'attaquer à ce qui risque bien de constituer 3 ou 4 pages entières d'abattage somptuaire de ce portage turiféraire, il me semble utile d'affirmer sans flagornerie que la licence, quand elle suit au sommet de ses compétences, garde de toute évidence une valeur unique dans le panthéon vidéoludique. Mario! Parfois, c'est super. Il est rare de croiser une série dont l'évolution va de pair avec celle de sa discipline, que l'on soit de l'époque NES où ses charmes sommaires reposaient sur un gameplay pourtant très raffiné ou celle plus proche des plateformes graphiques d'une galaxie plus proche, un seul constat vient à l'esprit. Le petit plombier a bien servi la cause du jeu vidéo, c'est notre ambassadeur, un représentant souriant dépourvu de tous les divers cadavres idéologiques embêtants dont Mickey est affublé. Sa ligne est pure, son propos est simple, jouer, c'est amusant. Un argument simple et évident, peut-être même universel, personne ne met en question la qualité de la série, surtout pas moi, j'y joue avec plaisir depuis la fin des années 80, des années 1880. Sans doute est-ce pour cela que son statut actuel d'icône replète, satisfaite d'effectuer à perpète une sorte de surplace conceptuelle, mérite. Mario vivote sans plus. Se contenter de survivre ne fut d'ailleurs pas toujours son but implicite, il lui comptait autrefois d'exceller, repousser les limites de sa discipline et lui donner ses lettres de noblesse. C'est aux alentours de la Wii que Nintendo a choisi de traiter la série de manière bien plus vulgaire. Produire un titre d'exception par génération ne suffisait plus, il fallait traîner leurs meilleures gagneuses, faire le tapin de manière répétée. Horaire fixe, quelle que soit la saison, dites bonjour au spin-off olympique, aux nouveaux titres bidimensionnels aseptisés, des cul-de-sac conceptuels, sans parler des featuring cyniques décidés avant des unités. Super Mario et les lapons crétois, faut pas déconner, trouver l'intrus. Nous sommes cependant ici au stade des points positifs, tentons de trouver quelques virgules censées rehausser ce portage un titre infinitif au-delà de son itération précédente. Quelques avantages évidents viennent avec cette nouvelle version. Primo, la vitesse. La mouture Wii U du titre avait été calibrée sur un mode plus lent afin de permettre à son public premier âge d'apprécier ses charmes sans rage. D'ailleurs, le dicton russe ne dit-il pas « Sur Switch, tout va beaucoup plus vite, tout va vite ». Deuxio, les graphismes et le son, faites attention, un peu moins mauvais. La représentation 720p60 du fameux toaster Superstar favori des fans d'Elodie Chérie est ici remplacée par une version presque stable du 1080p60 standard sur ce format-ci, je dis presque. Beaucoup d'artifices, dont une résolution dynamique et un procédé violent de reconstruction temporelle sont nécessaires afin de booster l'aspect graphique. En mouvement, ça va au repos, bouillie de pixels. Et enfin, Tertio, le fameux mode en ligne, il existe. Personne n'est dessus, problème réglé, mais j'imagine que si vous connaissez 4 adolescents d'un certain âge dotés d'autant de Switch, il n'est pas impossible de vous retrouver chez l'un d'entre vous pour... Ah, juste le coronavirus, j'avais oublié, mais comme je suis bête, hein. Il vous reste cependant le mode en ligne payant, personne n'y joue. Maintenant, vous l'avez cependant, et on sait jamais que l'envie vous prenne de jouer à Tetris 99. Chaudement recommandé au fait, Tetris 99, excellent concept. Certains critiques mentionneraient sans doute comme un 4e key selling point l'existence de Bowser's Fury. Ce sera pas le cas chez moi, vous comprendrez bientôt pourquoi pas que son fonctionnement soit dépourvu de toute forme d'intérêt, mais en l'état c'est plus un bonus doté d'un brin de tonus qu'une réelle raison de s'obliger à payer pour subir un Mario de plus, peut-être même de trop. 3D World, sans en avoir l'air, est en ce qui me concerne la personnification routinière d'un état de fait dans lequel la série s'est installée depuis des années. Je pense l'avoir déjà dit, jadis à 10 de mes disciples. Malgré ses évidentes qualités, celles que l'on ne peut nier, ce titre est aussi l'un des plus soporifiques de la série. Il s'arc-boute avec une féroce rétivité contre ses fondamentaux. Causons un bref instant des raisons qui rendent Mario plaisant, histoire d'expliquer tout ça aux quelques aliens qui se cachent de l'autre côté de l'écran. En ce qui me concerne, Mario, c'est une forme de liberté de mouvement. Virtuelle, d'accord, mais
quand même, on va pas remettre sur le tapis le vieux fer de lance qui fut le mien lors de mon adolescence, du plaisir mémoriel d'une activité virtuelle décodée par le cerveau comme une sensation physiologique. Vous pouvez encore trouver les catalogues de l'exposition qu'en causait, dit-il sans plaisanter. Toujours est-il qu'explorer cette sensation nécessite de maîtriser sa vision des obstacles qui ont été dressés devant vous. L'espace en ruban que vous parcourez en 2D, il s'étend à un rythme plaisant, ou l'étendue vue dans un espace en 3D, elle est visionnée selon les angles que vous désirez. Dès le début, Super Mario 3D World tente de mélanger ces formules disparates dans le contexte d'un mode de représentation isométrique raté qui éreinte les deux processus. Vous vous trouvez dans une séquence présentée de droite à gauche, faut faire gaffe à pas tomber de la mince perspective écrasée où vous posez le pied. Tout d'un coup, vous êtes censé avancer dans une direction donnée sur une aire vue de 2/3, la caméra revêche vous empêche de jauger les distances tandis qu'elle tourne par quart de cercle. J'ignore si c'est un tic personnel de bouger la caméra de droite à gauche tandis que j'avance pour jauger les distances, mais sans cet artifice, je finis souvent gêné dans mes déplacements hippiques. Or, autant le remarquer, les déplacements et la caméra, c'est la base de tout jeu de plateforme. Deux domaines d'ailleurs qui mettent d'habitude Mario plus haut que ses compétiteurs de quelques longueurs. Soudain, grâce à ce procédé mi-figue mi-raisin, toujours eu envie d'utiliser cette expression magistrale, il perd son avantage principal, à savoir la précision. Surtout que cette manière de présenter l'action est une scorie tirée du titre précédent, Super Mario 3D Land. Il en avait besoin pour tirer parti du procédé stéréoscopique unique de la 3DS. Vous voici donc calé, pour une raison étrange, dans la vision exigée par un gimmick qui n'est plus présent dans un titre censé être sa suite. Remarquez au passage que quand il fut question de produire vite fait quelques niveaux supplémentaires pour justifier le prix, se passer de cette version de la caméra fut la première décision posée. Bowser's Fury en est sorti meilleur. Comme quoi Nintendo comprend encore ses travaux. Tout ça, c'était l'aspect théorique. Vous pouvez me contredire, j'ai vu pire, dont d'ailleurs la mort. Après tout, c'est semble-t-il l'épisode des répétitions. Mes avis, comme les vôtres, sont subjectifs. Un peu comme ce sentiment accablant que me procure cet opus en particulier des aventures du plombier, l'impression que c'est le plus fastidieux de la série. Vous ne risquez pas d'être surpris. C'est du déjà vu, déjà joué, bientôt oublié, rien de spécial, durée calculée, challenge répété, Mario en mode produit blanc, pas très affriolant. Même les plus pieux des puristes auraient du mal à choisir une feature, rien qu'une, susceptible de mettre cette mouture en exergue vis-à-vis de ses ancêtres. Après tout, laquelle choisir ? Ces moments où un Bowser en roue libre peine à vomir de la lave près des enjoliveurs de son lowrider favori tandis qu'il s'enfuit à un pas sénatorial en lançant un torrent banal d'explosifs relatés. Chaque boss recyclé 2 fois, les tuyaux naguère verts et maintenant en verre, dont la téléportation est enfin expliquée par le type de transparence tubulaire autrefois réservé aux pipao des dealers d'antan. Cette étrange en face façon faux cute calculée sur les power-up félins aux fanfreluches felonnes focalisées sur la folie sexuelle de Fury fétide, dur à dire. Je sais que tout ceci est censé rendre le titre unique, mais peut-on prétendre que cela améliore la formule ? Ne répondez pas, c'était une question rhétorique. Hunter, Rhetoric Hunter. Works for me. J'ai récemment mentionné en causant d'Hitman que certaines séries n'ont pas de compétition directe si ce n'est leur passé. Elles font figure de référence, le reste de l'industrie se mesure à leur force, calcule leurs faiblesses, profite de leur existence. Mais attention à la distinction, les titres les plus récents de ces séries doivent se montrer dignes de cette filiation. Ceci dit, à ce stade, chaque opus en demi-teinte produit par Nintendo sur le sujet ne sort pas intact d'une comparaison directe avec les versions précédentes de la formule. Autant l'admettre, c'en est une depuis... Super Mario Bros 3 suffit d'insérer un nombre censément satisfaisant de niveaux axés autour d'incontournables figures imposées de nature souvent climatique et d'ajouter un power-up exclusif au titre censé le différencier des autres. Ce sera utile pour l'arsenal publicitaire. 3D World, c'est celui où ils sont Fury. Facile à retenir. Chaque branche de l'arbre généalogique possède ses propres gimmicks, qu'il soit question du pourtant amusant Pigland de New Super Mario Bros, des champignons ressorts vus dans 2 galaxies ou même de la feuille statue de 3D Land, ils existent avant tout pour donner l'illusion d'une nouveauté. La plupart resteront sans lendemain, seuls ceux proches des racines de l'édifice ressortiront de manière répétée car leur utilité n'est plus approuvée. Les autres, vite oubliés, ils font doublon. Surtout que cette manière routinière de faire s'étend depuis quelque temps au level design. Elle est loin l'idée des niveaux construits afin de vous proposer un challenge basé autour de la virtuosité du saut mesuré. Il est question d'insérer dans le décor, coûte que coûte, des trucs à collectionner. Et si vous en avez 4, un tampon, 3 étoiles vertes, dans chaque niveau, sans faute, faut collecter. Tant et si bien que de temps à autre, Nintendo est obligé de proposer des niveaux challenge dont le principe consiste à vous proposer quelques séquences de plateforme. On frôle le comble du plombier. Cette emphase sur l'objet glané en cours de niveau n'est d'ailleurs pas une idée nintendienne. Mais non.
Pareil leitmotiv résume l'une des rares contributions de la compagnie Rare au patrimoine génétique de leur ancien propriétaire. Les plus vieux d'entre nous se souviennent peut-être, séquence émotion sous les applaudissements, de la multiplication constante des saloperies brillantes dans leur platformer. Tout commence avec Donkey Kong Country 2. Vous pouviez choper des lettres de Kong, des bananes, des vies, des pièces en or, 2 bouteilles de lait, des spéculoos smooth, 500 grammes de rumsteak, 2 boîtes de petits pois, 1 tonne de lessive, des cachets de vitamine D, surtout pas grave. Tiens, il semblerait que ma liste de courses soit émissée dans ce texte. Toutes mes excuses. Et cela a continué avec Banjo-Kazooie où vous deviez collecter, c'est ainsi que Rare pensait bien faire, 3 ou 4 objectifs secondaires en plus de l'équivalent local des étoiles. Cette kleptomanie anglaise omnidirectionnelle prend maintenant une ampleur telle qu'elle est devenue le principe même d'un titre moderne comme Odyssey. Fut un temps, dit-il d'une voix de vieillard. Chaque objectif proposé dans un Mario proposait une façon spécifique d'explorer un espace ludique. Pas juste obligation d'interrompre son chemin pour ramasser des saloperies nécessaires à pouvoir remplir un inventaire dont la finalité est de vous permettre d'atteindre le reste du contenu que vous avez déjà payé. Nous en sommes à un stade où la collecte constante interrompt ce qui reste du gameplay, surtout dans Super Mario 3D World. Vous êtes sanctionné pour avoir juste terminé le niveau par le fait de devoir y retourner pour appliquer une logique exploratoire insensée. Vous me dites que je dois monter chaque mur sapé en chat dans l'espoir qu'une étoile se trouve au-dessus du level? Limite cruelle. Devinez qu'ici on doit passer un mur qui n'existe pas afin d'arriver dans une portion cachée de la perspective pour récupérer une monnaie factice? Un supplice. Mais vu que le business de Nintendo en ces eaux reste de vendre du nostalgique à des geeks éternels adolescents tout en recyclant les mêmes concepts stagnants pour remplacer ce cheptel mortel par une nouvelle génération de bambins censés répéter le cycle, que faire si ce n'est saluer bien bas cette logique cynique? Vous voyez, je pourrais vous enchaîner arguments logiques sur blagues faciles pour démonter un titre de ce genre avec l'aisance habituelle qui vous donne une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle, mais à quoi bon? Les fanboys Nintendo n'ont jamais entendu raison quand il est question d'expliquer les faiblesses de leur doudou, dis donc. Ce sont des fanatiques, limite des illuminés. Assez mal polis d'ailleurs, les illuminés, autant le souligner. Vous n'avez jamais été insulté tant que vous ne l'avez pas été par un homme d'une 40aine d'années dont l'avatar n'est autre qu'un Kirby cute période Super NES. Le symbole de la tendresse qui insulte votre génitrice? C'est un délice. Quand je vous dis qu'ils sont élevés dès leur plus jeune âge comme des janissaires pour défendre leurs produits fondataires, ce n'est pas un leurre. Plutôt une réalité tirée de nombreuses années à subir, lire des enfants flétris d'une génération enfermée dans les paradis artificiels d'une enfance perpétuelle. Peter Pan, pourquoi pas, lui aussi refusait de vieillir, mais son cholestérol était bien meilleur que le leur. Il était après tout fictif et choque les enfants, ça s'appelle taper au cœur, enfin, ce qu'il en reste. En plus du titre susnommé, vous trouverez aussi dans le paquet Bowser's Fury, un produit ainsi intitulé pour son inspiration, un monstre sacré connu partout dans le monde mais que vous et moi n'hésitons pas à nommer Patrick. Sa carrière de chanteur s'étant tarie comme autrefois le fils d'Atari, il ose enfin utiliser sa carrure poids lourd pour des projets multimédia premier choix. C'est donc sous nos vivas qu'il nous revient taille réelle en tant que doubleur du fameux tyran saurien. J'imagine que Bowser a du sang de dinosaure, peut-être, qui sait. Super Mario Bros était censé, si l'on en croit Shigeru, être une relecture des contes d'antan. C'est évident, il y a haricots magiques, lianes tendues vers le ciel, princesse kidnappée, plombiers intrépides, dragons logistiques, tout un effort logistique, passant. Afin de bien comprendre cette aventure diminutive de 3 heures, il me semble salvateur de citer Maître Miyamoto et l'une de ses grandes leçons de game design. Je cite, dans le doute, placez toute l'action sur une ou plusieurs îles. Un précepte qui vous donna autrefois The Legend of Zelda, The Wind Waker, des Jingao no Mai. Ici c'est gentil, on vous fait cependant cadeau des interminables séquences en catamaran chétif où l'on rit constamment en voyant défiler l'eau bleuâtre de ce théâtre marin autour de votre esquif. L'illusion d'une décision est dissipée tant vous êtes mené d'un objectif à l'autre selon les vicissitudes linéaires d'un univers félin. Chaque zone vous propose les 5 mêmes objectifs recyclés sans fin, ce qui au moins est écologique. Vous avez une petite course et vous mène quelque part, pan, voilà votre shine. Ensuite, faut trouver la zone destructible. Bowser crache du feu, c'est un dragon peut-être. Vous attendez quelques minutes, il s'énerve, détruit un mur, pan, voilà votre shine. 3e arrêt, récoltez 5 mini-shines en forme de chat, pan, voilà votre shine. Ensuite, débloquer une serrure à l'aide d'une clé. C'est grosso modo le même objectif que le premier, mais à l'envers. Attention, ceci dit, si vous vous faites toucher, pas de shine, ça vous apprendra à lâcher la clé. Mais en cas de succès, pan, voilà votre shine. Le 5e objectif varie. Il peut s'agir de récolter des petites pièces dans une sorte de time attack, battre des boss, eux aussi, recycler ou juste combattre un Luigi en glu maléfique.
passer tout ceci, pan, voilà votre shine. Faut subir la même petite animation à chaque fois, ce qui vous permet d'admirer la bouillie de pixels se figer, tandis que Mario prend une pose très naturelle, sapé dans son costume très prisé dans des conventions allez. S'ensuit toujours une petite cutscene où la lueur revient sur le phare local, c'est la même à chaque fois en mode CTRL-C, CTRL-V, indiquant que vous avez fait votre travail. C'en est un, en fait. Comme beaucoup de Mario modernes, peu de satiété n'est tirée de la pureté du gameplay. Seules quelques séquences présentent un niveau doté du type de fluidité dans le design nécessaire à prendre plaisir à se mouvoir. J'ai beaucoup aimé cette montée avec les structures rotatives, c'était une chouette idée. De l'autre côté de l'équation, mention spéciale, cet étrange moment où l'on doit récolter des pièces bleues dans un labyrinthe tridimensionnel invisible. Une portion de moi salue l'audace d'oser être aussi casse-couille. Ce moment sera probablement le seul souvenir à me rester de manière durable quand je penserai à tout ceci. Très léger souvenir, tiens, je le sens déjà s'estomper, laissant plus de place à divers factoïdes supplémentaires sur la carrière de Bruce Campbell. Saviez-vous qu'il était censé jouer The Phantom? Non, eh ben voilà, vous aurez appris quelque chose. Certains prétendront d'un air ravi que les combats pato, mais cependant obligatoires entre Kaiju Bowser et tenez-vous bien Super Saiyajin Kaiju Mario Garfield constituent l'argument de vente principal de ce titre liminal. Il en faut peu pour satisfaire, c'est clair. Perso, j'ai tant vu cet artifice du héros qui devient gigantesque ces dernières décennies qu'il en faudra plus qu'une implémentation open world du concept dans l'add-on diminutif d'un Mario putatif pour m'émouvoir aujourd'hui. Ah d'accord, c'est cute, on peut se prendre les pieds dans les niveaux. Vous me dites que c'est très Katamari Damacy? Non, enfin non, Katamari possédait une idée originale présentée de manière unique au service d'un gameplay inédit. Ça, c'est grosso modo la version Nintendo du tout dernier boss du tout premier God of War. Ou de cette séquence finale sans saveur tirée de Marvel's Avengers. J'admettrai que le passage dans la Danger Zone bowserienne n'est pas déplaisant. Le petit coup d'adrénaline quand le monde devient sombre et que l'on se sent obligé de trouver un shine pour le faire taire ajoute un peu d'énergie à l'affaire. C'est une petite injection de time attack dans ce titre estival. Mais est-ce vraiment assez pour me donner envie d'acheter un titre dispensable que j'ai déjà terminé car tel était mon devoir lors de sa sortie notoire sur le toaster précédent de la compagnie au portage constant? Non. L'idée reste valide, ceci dit, peut-être qu'ils en tireront quelque chose, un jour. Pas besoin d'être Nostradamus pour deviner le contenu de la prochaine page du syllabus Super Mario 3D World est un titre acceptable, sans imagination, mais de bonne lignée, situé soit vers le bas du registre supérieur de la série ou vers le haut de son mode mineur. Il est un brin plus nerveux que l'original, son bonus est correct, sans plus, cela vous ira si vous êtes né l'année du chat, mais si vous préférez les collections de titres Mario d'exception, tentez d'obtenir Super Mario 3D All-Stars sur eBay tant qu'il en est encore question, si jamais que vous soyez assez désespéré pour vous payer un émulateur payant consacré à faire tourner 3 titres que vous possédez déjà. Tournicoté? Tournicota. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que ma note finale en ce qui concerne les restes de la Wii U ne peut être que petit roulement de tambour. 12 sur 10. Il est évident que dans le monde magique de la critique vidéoludique, même vous et moi doivent nous dire au revoir à un moment ou à un autre. Dans cet épisode-ci, on vous a parlé du portage de l'année, un portage qui a la particularité d'être celui de Super Mario 3D World sur Nintendo Switch. Il est évident que si vous avez regardé tout ceci, nous vous disons merci, nous vous disons bravo, nous vous félicitons, nous vous envoyons des demandes de mariage actuellement par Minitel et nous vous disons bien entendu que si vous avez encore le temps avant de partir, nous laissez un pouce vers le haut si vous aimez cela, c'est très bien, un pouce vers le bas si vous n'aimez pas, c'est encore mieux et si vous avez envie d'en avoir plus, vous pouvez toujours vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie de financer le monde de la folie de la critique vidéoludique venue de Belgique, de nous dire rendez-vous sur Patreon. Si ça c'est pas extraordinaire, dans cet épisode-ci de Critique Cruelle.